Mais je vous propose de commencer le grand tour de ce midi. Nous accueillons le docteur Charlotte Martin, qui est la nouvelle chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Pierre. Donc, grosse responsabilité quand on connaît tous ceux qui l'ont précédée, hein, Charlotte. Euh, et donc, on a vu Charlotte quand même assez régulièrement dans les différents médias lors de la crise Covid. Toujours avec une grande justesse et des talents pédagogiques qui, par ailleurs, je n'étais pas aux Journées de la MUP, m'ont été confirmés. Et donc, Charlotte, en plus avec un sujet qui est un sujet qui nous intéresse vraiment de manière importante, c'est la problématique des infectieux chez des patients qui sont ou qui vont être immunodéprimés. Nous avions eu la semaine passée, Charlotte, un sujet sur comorbidité dans les maladies auto-inflammatoires et on en avait conclu que tout faire en une consultation pour l'interniste, c'est-à-dire les comorbidités cardiovasculaires, la problématique infectieuse plus la maladie de base, voilà, c'était peut-être pas souhaitable, même si les internistes aiment tout faire. Et donc ici, tu nous proposes une ressource complémentaire pour la bonne prise en charge de nos patients. Nous t'écoutons. Bonjour à tous, merci beaucoup au professeur Kogan de m'avoir invité aujourd'hui. Je pense que c'est pas très fréquent qu'on ait des interactions entre le CHIREC et le CHU Saint-Pierre, donc ça me fait bien plaisir et j'espère que ce n'est que le début d'une longue série. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup vulgariser le discours scientifique. Je pense que c'est quelque chose de très important avec nos patients au quotidien, simplement pour que ça se passe bien et qu'ils prennent bien leurs médicaments, ils comprennent bien quoi faire, ou avec le public comme pendant la crise Covid, par exemple. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et ici, vous allez voir que c'est quelque chose qu'on utilise aussi beaucoup dans cette consultation. Alors, Immunostart, c'est un de mes bébés à Saint-Pierre. C'est une consultation que j'ai mise en place en 2016 en collaboration avec ce qu'on appelle le plateau biologique. Le plateau biologique, c'est un regroupement sur le même plateau, donc géographique simplement, à un étage du CHU Saint-Pierre, des consultations de toutes les spécialités qui prescrivent des traitements biologiques. Donc, c'est les gastro-entérologues, les rhumatologues, les dermatologues, et puis ça, c'est les trois spécialités principales, mais vous allez voir qu'on s'adresse aussi aux neurologues, aux ophtalmos, enfin, aux internistes généraux, bien entendu, à tous ceux simplement qui prescrivent des médicaments immunosuppresseurs. Donc, la première partie de ma présentation, c'est sur le risque infectieux et l'intérêt d'avoir des procédures, des process de prévention chez ces traitements-là, chez ces patients traités par ces traitements-là. Et la deuxième partie, c'est vous présenter un petit peu ce qu'on a mis en place à Saint-Pierre, qui est une façon de travailler, qui n'est absolument pas la façon de travailler. En tout cas, dans notre contexte à Saint-Pierre, c'est ce qui a paru être le plus efficace en termes de prévention, entre autres pour libérer ces spécialistes, gastro, dermato, rhumato, etc., de cette partie-là qu'ils n'arrivaient pas, à bien maîtriser. Ils trouvaient qu'ils n'étaient pas aussi à l'aise dans ces choses-là que nous, voilà, qui connaissions mieux l'immunodépression, les vaccins, etc. Et d'eux aussi, en termes de timing, vraiment dans le trajet de soins, ils n'arrivaient pas très bien à mettre ça à un bon moment. Je pense que dans un temps de consultation qui est de plus en plus limité et bourré de recommandations en tout genre, ça leur faisait du bien de se dire que cette partie-là, au moins, c'était géré par quelqu'un d'autre. Après, ça nécessite une communication permanente entre nous et eux pour s'assurer que ça a bien été fait. On a dû développer des petits outils pour être sûr que chacun était bien passé en consultation, blabla. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après, dans la partie un peu plus logistique, peut-être.
Donc, je ne suis pas sûre que je doive passer beaucoup de temps sur cette dia, simplement pour rappeler que les personnes qui vivent avec des maladies inflammatoires immunomédiées ont déjà, même s'ils n'ont pas de traitement immunosuppresseur, ils ont déjà un risque infectieux un petit peu plus élevé que la population générale, avec, dans différentes études, un risque qui a été mis en évidence d'évolution plus sévère, d'hospitalisation, de risque d'hospitalisation plus important que chez quelqu'un qui ne souffre pas d'une maladie inflammatoire immunomédiée. Ça a été très bien démontré chez les personnes avec des polyarthrites rhumatoïdes. Ça a été également montré chez les personnes avec des lupus érythémateux disséminés. Il y a un risque infectieux de granulomatose qui est plus important avec, par exemple, ces deux types de patients. On a de façon plus spécifique décrit, par exemple, des infections à HPV persistantes et donc avec le risque cancéreux qui va avec chez les femmes lupiques, un risque plus important de zona et en particulier de douleurs post-zonateuses chez les personnes avec des maladies inflammatoires immunomédiées, avec associé à cela un risque d'hospitalisation plus important également. Évidemment, quand au-dessus de cela, vous rajoutez un traitement immunosuppresseur, évidemment, il y a plein de types de traitements immunosuppresseurs, on va en parler, mais vous ajoutez en général au risque infectieux. Ça a été évidemment extrêmement bien décrit avec des immunosuppresseurs traditionnels de type corticoïdes, azatioprine, etc., mais aussi avec des immunosuppresseurs plus ciblés, comme les anti-TNF, et vous connaissez entre autres le risque de tuberculose qui a été rapidement identifié après leur mise sur le marché, ou les risques associés au rituximab, ou en tout cas aux CD20, aux anti-CD20 au sens plus large du terme, comme celui le risque de réactivation d'hépatite B. Il est aussi clairement décrit un risque de zona plus important chez les personnes sous anti-Janus kinase, on va en reparler, et même de façon plus large, un risque d'infection bactérienne plus importante chez les personnes traitées par exemple par infliximab ou adalimumab. Alors, bien évidemment, il y a immunosuppresseurs et immunosuppresseurs. Il y a de plus en plus, et ça s'accélère, de types d'immunosuppresseurs différents. Souvent, dans les dernières années, on est dans des immunosuppresseurs plus ciblés, plus élégants en termes de pathway éthiopathogénique d'une maladie inflammatoire. Et comme je vous disais, tous ces immunosuppresseurs sont divisés en plusieurs familles sur lesquelles on va essayer du coup de faire des recommandations spécifiques en fonction de leur type de fonctionnement. Les immunosuppresseurs qu'on appelle conventionnels, méthotrexate, corticostéroïdes, etc., cyclosporine, tacrolimus, les anti-TNF, les anti-intégrines, toute la série de MABs, donc d'anticorps monoclonaux et de biologiques, dont les anti-CD20, rituximab, ocrelizumab, mais aussi toute une série d'inhibiteurs de récepteurs d'interleukines en tout genre, divers et variés, les inhibiteurs de kinase, dont on a beaucoup parlé pendant le Covid, entre autres, etc. Et la liste ne fait que s'allonger et on pourrait passer sa journée entière à lire sur ces médicaments immunosuppresseurs, sur leur profil de sécurité et de risque et leur façon de fonctionner. Donc, c'est une littérature extrêmement abondante. Ces immunosuppresseurs agissent à toute une série de niveaux, évidemment dans le but de pouvoir traiter toute une série de maladies inflammatoires immunomédiées, mais quelque chose qu'elles ont souvent en commun, c'est qu'elles vont également, et on va en reparler dans la suite, puisque c'est ce qui nous intéresse, affecter la réponse vaccinale, ce qui est logique quand on connaît un petit peu la réponse vaccinale, la réponse immunitaire suite à un vaccin.
et qu'on voit ici, vous avez la réponse immunitaire suite à un vaccin et vous voyez que toute une série de ces médicaments immunosuppresseurs agissent à un niveau ou à plusieurs niveaux et donc d'une façon ou d'une autre, de toute façon, vont affecter la réponse vaccinale. Donc, chaque famille de médicaments, dont les médicaments biologiques, ont un profil spécifique de risque infectieux. Et comme je vous disais, par exemple, les anti-Janus kinases, on a montré qu'il y avait un risque de zona plus important. Mais du coup, chaque famille de ces traitements biologiques vont aussi avoir un impact différent sur l'immunité. Parfois, ça va être un impact important, parfois, ça va être un impact extrêmement limité ou pas d'impact du tout ou quasi, mais comprenant en général au moins un petit peu un impact sur la réponse immune à la vaccination. Alors, par exemple, si on prend les anti-TNF qu'on connaît maintenant depuis un bon bout de temps, et vous connaissez tous ces anti-TNF et vous savez qu'on les utilise maintenant dans toute une série de maladies inflammatoires immunomédiées et si je ne dois citer que les maladies inflammatoires de l'intestin ou les maladies inflammatoires rhumatologiques, mais c'est encore beaucoup plus large que ça. Et donc, si on reprend un petit peu la façon de fonctionner de ces anti-TNF, vous savez que le TNF-alpha, c'est une molécule de l'immunité innée qui fait partie d'une famille de cytokines et qui régule toute une série de choses en termes d'apoptose, de différenciation, de prolifération des lymphocytes. C'est sécrété par les cellules de l'immunité innée, c'est-à-dire monocytes et macrophages, suite à toute une série de stimuli, de signaux d'alarme, comme de la circulation de certains lipopolysaccharides, la circulation de certains virus, de bacilles gram-positifs ou négatifs. Et ça a une action très importante, un rôle très important dans la formation du granulome. Et vous voyez ici en dessous dessiner un granulome avec des mycobactéries, puisque c'est entre autres la réponse que nous allons développer à une infection à mycobactéries, c'est la formation de granulomes, avec ces mycobactéries qui sont au centre du granulome et le corps humain et le système immunitaire qui va former une espèce de palissade, de mur de cellules immunitaires organisées autour de ces mycobactéries pour qu'elles ne se disséminent pas. Donc, vous voyez ces murs, d'abord ces couches de macrophages et puis de lymphocytes T, qu'on connaît bien quand on regarde des granulomes au microscope. Quand on donne un anti-TNF, et vous êtes probablement familier avec cette notion, le problème, c'est vraiment que ce granulome va se déliter, va se défaire et qu'il n'arrivera plus à rester structuré. Et donc, on va avoir une désorganisation de ce granulome. Et par là même, s'il y avait des mycobactéries au milieu ou d'autres bactéries par ailleurs, au milieu de ce granulome, ces mycobactéries vont pouvoir à nouveau circuler et se disséminer. Donc, le TNF-alpha a un vrai rôle dans le maintien, le containment de certaines infections chez l'humain et le fait d'administrer des anti-TNF met donc cela en danger. C'est comme ça que rapidement, après la mise sur le marché des anti-TNF, on a pu identifier que beaucoup des patients traités par anti-TNF développaient une tuberculose et en particulier une tuberculose sévère et disséminée. Et on a été frappé par le fait que le risque de développer cette tuberculose était particulièrement élevé dans la première année, dans les 6 premiers mois et la première année après la mise en route des anti-TNF, ce qui faisait penser que ce n'étaient probablement pas des gens qui tout à coup s'infectaient massivement par la tuberculose, mais que c'était plutôt des gens porteurs d'une tuberculose latente qui réactivaient une tuberculose avec des mycobactéries qui étaient déjà présentes au niveau dans leur organisme, des granulomes qui se désorganisaient et des mycobactéries qui pouvaient à nouveau proliférer en toute tranquillité sans que le système immunitaire puisse
agir de sa façon habituelle, c'est-à-dire en formant des granulomes. Et c'est de là, bien sûr, que sont venues les recommandations de screener les personnes qu'on met sous anti-TNF pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs d'une tuberculose latente et éventuellement traiter cette tuberculose latente s'ils sont porteurs avant de mettre les anti-TNF, en tout cas de commencer un traitement avant de mettre en route les anti-TNF, pour la petite histoire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention des infections chez ces patients chez qui on va mettre en route des traitements immunosuppresseurs dont on pense ou dont on a peur qu'ils puissent augmenter leur rôle, le risque infectieux. La première chose à faire, et ça c'est en général plutôt les spécialistes, même si nous on va aussi informer le patient, c'est informer le patient sur les signaux d'alarme, sur le fait qu'on met en route tel type de médicament, que les risques identifiés ont été tel risque, et dans quel cas est-ce qu'il doit vous contacter ou contacter son médecin traitant, etc. Maintenant, il y a toute une série de choses que l'on peut prévenir. Et là, on rentre dans le domaine de la vaccination et du screening des infections latentes avant de démarrer un traitement immunosuppresseur. Il y a évidemment, bien entendu, tout un volet de précaution générale. Je pense aux personnes qui ont une maladie inflammatoires de l'intestin, donc qui ont déjà une immunité digestive qui est diminuée et sur lesquels en plus on démarre des traitements immunosuppresseurs. Ce sont par exemple des gens à qui on va donner des recommandations de prévention pour la listériose. C'est aussi quelque chose qu'on va aborder en consultation avec eux. Ou alors, s'ils voyagent, on va parler des diarrhées associées au voyage, des salmonelles, etc. Il y a tout ce qui est étiquette tout, ce qu'on appelait étiquette tout avant le Covid, et que maintenant, qui simplement sont les précautions pour éviter les viroses respiratoires. Et donc, ça comprend la vaccination, mais ça comprend aussi, évidemment, si c'est des gens hautement immunodéprimés, ça peut être le port du masque dans les endroits où il y a beaucoup de monde, ça peut être le fait de bien se laver les mains, de se désinfecter les mains régulièrement, de rester à distance de quelqu'un qui présente des symptômes, etc., etc. Je ne dois pas revenir sur ces choses qu'on n'a plus envie d'entendre et qu'on connaît bien. Et alors, évidemment, comme toute maladie chronique, et en particulier des maladies un petit peu compliquées, c'est important de pouvoir assurer aux patients qu'on va collaborer de façon rapprochée entre le spécialiste traitant de la maladie inflammatoire, éventuellement nous, quand on est inclus dans le truc, le médecin généraliste et le patient, bien entendu, et qu'il y ait des canaux de communication qui soient clairs et bien expliqués. Alors, qu'est-ce qu'on a comme recommandation de vaccination chez ces patients qui sont mis sous immunosuppresseurs? Il y a toute une série ces dernières années, il y a plein de recommandations de vaccination. Il y a les recommandations des rhumatologues, donc qui sont du groupe EULAR. Il y a la même chose pour les patients suivis par les gastro-entérologues pour une IBD. Chaque pays a ses petites recommandations de vaccination, mais globalement, c'est tout la même chose, heureusement. Et donc, en Belgique, nous ne faisons pas exception à la règle et nous avons émis des recommandations de vaccination qui ont été updatées en 2019 du Conseil supérieur de la santé. Donc, je vous ai mis un petit peu la capture d'écran ici. Ce sont celles-ci et qui sont très complètes. Enfin, donc moi, j'étais dans le groupe VIH dans ces recommandations-là, mais elles sont très complètes et il y a une ou deux choses sur lesquelles je vais revenir qui sont vraiment très pratiques à utiliser, même si elles sont assez moches, en fait. Vous allez voir, elles ne sont pas très belles. Donc voilà, ça, on se croirait un peu dans les années 80 quand on voit ces couleurs-là. Mais donc, c'est le type de tableau qu'il y a au début des recommandations qui sont les tableaux récapitulatifs, en fait, et qui simplement reprennent toutes les séries. Vous voyez, donc il y a enfants et il y a adultes. Ici, je vous ai mis les adultes et les adolescents de plus de 16 ans et toute une série de types d'immunosuppression. Donc, vous avez les maladies inflammatoires sous traitement immunosuppresseur, mais vous avez aussi les solides organes transplants, donc les transplantés, les patients en chimiothérapie, les gens qui vont subir une transplantation de cellules souches, les VIH avec moins de 200 T4,
etc., les splénectomies, etc. Et vous avez, avec un code couleur, les recommandations, donc simplement les vaccins standards que vous devez faire, mais parce que vous devez les faire chez eux comme vous devez les faire chez tout le monde. Celles qui sont activement recommandées, c'est-à-dire on ne le fait pas dans la population générale, mais chez eux, comme ils sont immunodéprimés, il faudrait leur proposer. Celles qui sont à proposer, mais uniquement dans des situations particulières, par exemple des voyages, et celles qui sont contre-indiquées. On va parler des vaccins vivants atténués, où évidemment, il faut faire bien attention à l'administration de ces vaccins chez des immunodéprimés. Donc là, c'est vraiment les captures, enfin les tableaux résumés, mais après ça, il y a pas mal d'explications, mais qui sont résumées aussi, donc c'est assez lisible et assez agréable à lire, et un ou deux chapitres plus pratiques qui sont bien pratiques, justement. Alors, c'est bien joli de se dire qu'on va vacciner nos patients, mais est-ce que c'est efficace chez un patient qui a une maladie inflammatoire immunomédiée? On peut se dire qu'avec l'inflammation, avec les perturbations immunitaires, peut-être que ça ne marchera pas très bien, ou peut-être que ce n'est pas une bonne idée de les vacciner. Et donc, nous, c'est des questions qu'on a pas mal des médecins traitants, par exemple, qui disent est-ce que j'ai le droit de le vacciner? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Ou est-ce que c'est mettre de l'argent à la poubelle, en fait? Donc, il y a deux types, vous savez, il y a deux grands types de vaccins sur le marché. Il y a les vaccins inactivés et puis il y a les vaccins vivants atténués. Et dans les vaccins inactivés, il y a toute une série de... Ah, j'entends quelqu'un qui parle, à mon avis, qui a juste oublié d'enlever son micro. Mais donc, en effet, dans les vaccins inactivés, vous avez une série de vaccins différents. Vous avez les vaccins conjugués, non conjugués, protéiques, polysaccharidiques. Vous avez récemment les vaccins à ARN messager. Donc, OK, ici, on les met simplement sous le vocable vaccin inactivé, parce que pour identifier un ou deux problèmes. Le gros problème des vaccins inactivés chez quelqu'un qui est déjà sous traitement immunosuppresseur ne va pas être un problème de safety. On ne va pas avoir peur de le rendre malade avec cette vaccination, puisque c'est un vaccin inactivé, donc il ne peut rien se passer, on ne va pas lui injecter une maladie. Mais par contre, on a peur que ça ne marche pas, puisque bien évidemment, le fait d'être déjà sous immunosuppresseur va faire que la réponse immunitaire va être moins bonne, dépendant du type d'immunosuppresseur, on est bien d'accord. C'est surtout le cas quand on vaccine pour une nouvelle maladie, c'est-à-dire si la personne n'a jamais été vaccinée contre cette maladie-là. Je prends un exemple, quelqu'un voyage, il veut voyager, je dis n'importe quoi, il veut aller au Maroc, il est sous immunosuppresseur, il a des grosses doses de corticoïdes, plus du méthotrexate, plus des anti-TNF parce qu'il a une grosse polyarthrite rhumatoïde, et on veut le vacciner contre l'hépatite A parce qu'il a 50 ans, qu'il n'est jamais allé au Maroc et il n'est jamais allé en pays tropical, il a une sérologie hépatite A qui est négative, et que s'il fait une hépatite A avec ses immunosuppresseurs plus le fait qu'il a 50 ans, ça va faire très mal. Il risque vraiment de faire quelque chose de très sérieux. Ça, c'est une vaccination avec un néo-antigène. Il n'a jamais été confronté à l'antigène de l'hépatite A avant. Et ça ne va pas très bien marcher. Avec sa triple immunosuppression, plus ses 50 ans, ça c'est une autre histoire, ça ne va pas très très bien marcher. Et donc là, on va devoir développer des schémas particuliers, et en particulier l'hépatite A, ce qu'on propose, c'est une double dose. On a montré qu'une simple dose hépatite A chez quelqu'un sous immunosuppresseur, ça fonctionne très, très peu. On a moins de 30% des gens qui font une séroconversion, donc qui sont protégés après ça. Et donc, on propose une double dose. Vous allez voir que tout au long de cette présentation, on va proposer des choses, des vaccinations en plus, des doubles doses, des schémas particuliers. Tout ça en Belgique n'est pas remboursé, hein. Donc, je veux dire, en Belgique, la vaccination adulte, il n'y a aucun schéma qui est remboursé. Vous avez simplement votre remboursement de la mutuelle de base qui est d'environ 25 € par an pour tous les vaccins que vous faites. Donc, il vaut mieux pas être trop immunodéprimé et avoir besoin de vaccination en Belgique, ou alors il faut être riche. Mais voilà, ça, c'est un autre problème. Mais donc, ici, par exemple, pour un néo-antigène, on va devoir faire une double dose pour l'hépatite A. S'il s'agit d'un booster, donc par exemple, je me rends compte que la personne en face de moi n'a plus de son vaccin tétanos,
enfin diphtérie, tétanos, coqueluche depuis plus que 10 ans et qu'il faut lui refaire, c'est une personne qui a eu déjà plein de fois la vaccination tétanos avant, donc il s'agit d'un booster de vaccination diphtérie, tétanos, coqueluche. Ça va très bien marcher. Pourquoi? Parce qu'on a une bonne mémoire immunitaire, on a une réponse cellulaire qui a fonctionné, qui a été créée et générée à un moment où on n'avait pas d'immunosuppresseurs. Dans l'enfance, par exemple, pour le tétanos et la diphtérie, on a eu nos vaccins quand on était enfant. À ce moment-là, on avait un très bon système immunitaire. Et donc, le fait de simplement booster cette réponse primaire que l'on a eu à un moment où on n'était pas immunodéprimé, même sous immunosuppresseurs, ça va très bien marcher. Donc, les boosters, ça marche bien. Les primo-vaccinations, il faut souvent adapter son schéma. Et si on n'a pas de schéma adapté ou qu'on ne peut pas y faire grand-chose, on va essayer de vérifier que les personnes ont bien répondu en testant les anticorps après, donc 4 à 6 semaines après le schéma de vaccination. Ici, je vous ai mis, ici j'ai pris l'exemple du Covid, mais c'est valable pour plein de vaccins. Donc, le Covid, ce sont des vaccins ARN. Ici, c'était des vaccins ARN messagers. Ce sont des vaccins inactivés et on a administré ces vaccins à des gens qui étaient sous différents types d'immunosuppresseurs. Et vous voyez, par exemple, à gauche, un groupe contrôle, un groupe sous méthotrexate. Et je précise que ce sont des petites doses de méthotrexate. Ce sont les doses de méthotrexate qu'on donne en rhumato. Donc, on est rarement au-delà de 20, maximum 25 mg par semaine, parce qu'en général, on ne doit pas donner plus en rhumato. Anti-TNF, anti-IL-17, anti-IL-23. Et vous voyez que c'est le méthotrexate, et ça c'est déjà un des messages que je veux passer. Le méthotrexate, même à petite dose, est extrêmement toxique sur la réponse vaccinale, toxique au sens où il bousille un peu votre réponse vaccinale, ça marche beaucoup moins bien. Vous voyez à droite le groupe contrôle versus le groupe petite dose de méthotrexate. Alors il y en a qui répondent, hein, je dis pas le contraire, mais il y en a aussi toute une série qui répondent beaucoup moins bien. Donc le méthotrexate, alors qu'on s'en méfie pas trop parce que c'est des petites doses qu'on donne en rhumato, c'est pas des grosses doses comme en hématologie, est en fait déjà extrêmement perturbateur pour la réponse vaccinale. Ici, je parle de réponse vaccinale humorale, donc de réponse en anticorps. C'est moins bien décrit sur les réponses cellulaires. Mais pour toute une série de maladies, c'est important d'avoir des anticorps circulants. Si on fait un petit résumé de l'impact des médicaments sur la réponse vaccinale humorale, puisque je parlais du méthotrexate, vous voyez qu'en effet, tout immunosuppresseur n'est pas le même. Donc, ça dépend très fort des immunosuppresseurs. Mais vous voyez que les anti-CD20, ce sont les pires. C'est un peu logique, hein. Les anti-CD20, c'est les anti-lymphocytes B. C'est quand même les lymphocytes B qui vont faire les anticorps au final, après la différenciation en plasmatocytes. Donc, si vous n'avez plus de lymphocytes B, vous n'avez plus beaucoup d'anticorps. Logique. Le méthotrexate est mal placé aussi et vous voyez que non, et vous ne voyez pas parce que je ne l'ai pas mis, quelque chose qui est extrêmement délétère pour la réponse vaccinale aussi, c'est la combinaison. La combinaison des immunosuppresseurs, ce qui est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le traitement des maladies inflammatoires immunomédiées pour diminuer les effets secondaires de chacun. Comme ça, on peut donner des petites doses de chacun, on peut allier différents modes d'action, mais du coup, on ne donne pas des grosses doses de corticoïdes, par exemple, à titre cortico-épargnant. Et en fait, quand vous combinez les immunosuppresseurs, vous avez une réponse vraiment en général additionnée, cumulée sur la réponse vaccinale. Les anti-TNF sont moyens. Et vous avez ici, par exemple, les anti-IL-17, anti-IL-12 ou IL-23 qui, globalement, n'ont pas trop d'effet sur la réponse vaccinale. Ça, c'est vraiment des médicaments plus ciblés, plus neutres en termes immunitaires. Alors, si on parle des vaccins vivants atténués, ça, c'est vraiment des vaccins auxquels il faut faire attention. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut bien les connaître. Ce que je dis aux étudiants quand on donne cours de maladies infectieuses, c'est que s'il y a bien un truc qu'on n'acceptera pas, c'est qu'ils ne connaissent pas la toute petite liste des vaccins vivants atténués.
Le problème des vaccins vivants atténués chez quelqu'un qui est déjà sous immunosuppresseur, là, ça sera un problème de safety, par contre, puisque vraiment le risque, c'est d'injecter un virus, par exemple, vivant atténué à quelqu'un qui n'a pas une bonne immunité, avec une virémie qui va réussir à se développer et qui va finir par une maladie clinique. Par exemple, une rougeole clinique, par exemple, une fièvre jaune clinique. Avec malheureusement des case reports, même en Belgique, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, où il y a un médecin traitant très bien intentionné qui a voulu vacciner son patient, son jeune patient pour la rougeole, parce qu'on était au moment d'une épidémie de rougeole en Belgique. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas bien vacciné. Il savait qu'il était sous immunosuppresseur, mais il n'a pas réalisé que c'était un vaccin vivant atténué. Et le petit jeune qui avait une maladie de Crohn est décédé d'une encéphalite rougeoleuse. Donc, vraiment, ce n'est pas une légende, ce n'est pas un concept, c'est quelque chose qui a été décrit vraiment dans la littérature et en pratique. Donc, le problème de safety est réel. À nouveau, il est surtout réel pour une vaccination primaire, donc quand c'est la première fois qu'on est confronté à l'antigène. Cependant, on ne le fait pas, c'est tout. C'est une contre-indication théorique, on ne va pas prendre le risque. On parle ici de vaccination, donc on parle de prévention. Quand on est dans la prévention, la balance bénéfice-risque doit être de façon majeure et vraiment de façon très importante vers le bénéfice et très très peu vers le risque. On n'est pas du tout prêt à accepter beaucoup de risques quand on parle de vaccination et de mesures préventives au sens large. Globalement, comme ça n'est pas fait, sauf de façon inadvertante et que là, il y a quelques case reports dans la littérature, on a très peu de données d'immunogénicité. Donc, on ne sait pas très bien si ça marche bien, en fait. Si vous faites un vaccin vivant atténué, donc un rougeole, rubéole, oreillon, ou une fièvre jaune, ou un vaccin varicelle à quelqu'un qui est sous immunosuppresseur et qui ne meurt pas d'une encéphalite, on ne sait pas, en fait, si ça a bien fonctionné ou pas. On a très peu de données. Et on n'en aura pas. Et c'est d'ailleurs un des gros problèmes qu'on a avec tous ces nouveaux immunosuppresseurs, les anti-interleukines, les anti-intégrines, les anti-janus kinase, etc. C'est-à-dire que les vaccins vivants atténués sont contre-indiqués dans la notice et n'ont pas été étudiés dans les études. Ce qui est logique, mais donc dans toutes les études phase 1, 2, 3, il y a une contre-indication absolue à l'administration de vaccins vivants atténués. Ainsi que dans la notice, donc on n'a pas de phase 4 de pharmacovigilance non plus. Donc la seule chose qu'on a, c'est des case reports plic-ploc. Et donc en fait, on n'a aucune idée si peut-être avec les anti-IL-23 par exemple, qui interviennent très peu dans la réponse vaccinale, est-ce que on pourrait peut-être en fait faire des vaccins vivants atténués? On ne sait pas. On peut avoir une idée conceptuelle en se disant a priori, il n'y a pas de raison que ça pose problème chez quelqu'un avec un anti-IL-23, mais on a 0 données dans la littérature et une contre-indication dans la notice. Donc, personne ne le fait. Et donc, on va en parler un petit peu après, ça pose problème parce que parfois, on doit se retrouver à en tout cas avoir une indication, à poser une indication d'administrer un vaccin vivant atténué chez ce type de patient-là, où on se dit, OK, il n'a pas plein de corticoïdes, il n'a pas une triple immunosuppression, il n'a pas vraiment quelque chose qui nous fait penser que ça pourrait être dangereux, et cependant, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a aucune donnée dans la littérature. Donc ça, j'imagine que dans les 15 ans qui viennent, on va récolter les case reports des gens qui ont fait des erreurs et administré quand même des vaccins comme ça aux patients et qui l'ont rapporté dans la littérature. Ça serait vraiment ça qui est intéressant pour pouvoir petit à petit changer un peu de paradigme avec certains médicaments immunosuppresseurs. Je fais le parallèle avec la vaccination fièvre jaune chez les femmes enceintes, où on a toujours dit que les vaccins vivants atténués étaient contre-indiqués chez la femme enceinte. Parce que, par exemple, le vaccin rougeole, rubéole, oreillon, on ne va pas le faire à une femme enceinte parce qu'il y a le composant rubéole qui peut poser problème et donner une rubéole congénitale. Mais en fait, dans les vaccinations de masse dans les pays endémiques pour la fièvre jaune,
Je parle des vaccinations de masse au Brésil ou dans certains pays d'Afrique, mais à la limite, en Amérique du Sud, c'est mieux documenté, donc on a plus de données. En fait, il y a plein de femmes enceintes qui sont vaccinées pour la fièvre jaune, avec des très bonnes données de sécurité qui sont revenues de ces campagnes et qui ont fait dire qu'en fait, la vaccination fièvre jaune chez la femme enceinte n'est probablement pas un problème. Et ce qui fait que nous, dans nos cliniques où on administre la vaccination fièvre jaune, quand on a une femme enceinte, on fait vraiment le bénéfice-risque et on se dit, il n'y a probablement pas énormément de risques. Or, elle part au milieu d'une zone d'endémie pendant 3 mois et si elle fait une fièvre jaune, c'est une vraie catastrophe et ça nous permet d'alimenter notre décision. Ce qu'on n'a pas du tout avec ces nouveaux immunosuppresseurs. Donc, les vaccins vivants atténués, je vous ai dit que la liste était courte. Là, elle n'a pas l'air courte, mais elle est vraiment courte parce qu'il y en a plein qu'on n'utilise pas. La fièvre jaune n'est utilisée que dans les centres agréés, les travel cliniques agréés fièvre jaune. Donc, de toute façon, c'est des gens qui ont fort l'habitude de l'administrer. Le rougeole, rubéole, oreillon est par contre vraiment le vaccin type vivant atténué. Le BCG, on le donne quasi plus. Enfin, nous, on le donne encore un tout petit peu à certains enfants qui partent en zone très très reculée, mais voilà, vous ne l'utilisez pas au quotidien, le BCG. On a le vaccin varicelle, mais qui globalement n'est pas beaucoup donné en médecine adulte. Nous, on le donne un petit peu à Immunostart, je vous expliquerai. On a un ancien vaccin Zona, mais depuis l'arrivée du Shingrix, donc le nouveau vaccin qui est beaucoup plus efficace, je pense que l'ancien qui s'appelait le Zostavax, il va tomber aux oubliettes assez rapidement. On a le vaccin monkeypox, donc variole du singe, mais qui en fait est un vaccin vivant, mais non réplicatif. Donc, ce n'est pas vraiment un vaccin qui pose problème chez les immunodéprimés. Et puis, on a la variole qui est utilisée que chez les militaires, la polio orale qui est utilisée que dans les pays en voie de développement, et le vaccin oral typhoïde qu'on n'utilise plus et qui n'est plus disponible en Belgique. Donc, vous voyez, globalement, en fait, on a juste le RRO, la fièvre jaune dans les travel cliniques et éventuellement la varicelle. Donc, ce n'est pas trop difficile à retenir, pour les étudiants non plus, d'ailleurs. Donc, comme je vous l'ai dit, ça c'est ce que je vous ai dit, le traitement immunosuppresseur, c'est une contre-indication de principe à l'administration d'un vaccin vivant atténué à cause du risque de réplication incontrôlée de la souche vaccinale. C'est contre-indiqué, par exemple, 3 mois encore après la fin des chimiothérapies, dans les 2 ans après une transplantation de cellules souches, sous réserve que les immunosuppresseurs ont été stoppés et qu'il n'y a pas de réaction greffon contre l'autre, chez des personnes qui ont des CD4 en dessous de 200 pour les personnes qui vivent avec le VIH. Mais en fait, il y a très peu de données dans la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces 2 problèmes? Les vaccins inactivés, on a peur que ça ne marche pas, et les vaccins vivants atténués, on a peur de leur filer la maladie. Eh bien, il y a surtout une chose à faire, c'est de vacciner avant la mise en route de traitement. Ce n'est pas toujours possible, mais chez quand même toute une série de patients, c'est possible. Ça demande juste de l'organisation. Et c'est vraiment le but de la consultation Immunostart. Si on ne peut pas faire ça, il y a toute une série d'autres choses qu'on peut faire. Je ne vais pas passer en revue, mais c'est vrai que les vaccins conjugués sont toujours plus efficaces que les vaccins non conjugués. Je vous ai déjà dit qu'on pouvait aussi vérifier la réponse vaccinale en anticorps pour toute une série de maladies, l'hépatite A, l'hépatite B, on peut vérifier. Même la rage qu'on fait dans le cadre de voyage, ça vaut la peine de vérifier après une vaccination chez un immunodéprimé. Et puis parfois aussi, et on va en parler en consultation Immunostart, on va demander aux gens que les gens autour d'eux, avec qui ils vivent, soient vaccinés. Entre autres pour le Covid, entre autres pour la grippe, on va dire, on va vous vacciner vous, mais on va aussi vacciner les gens. Moi, je dis toujours, on va vacciner les gens qui vous font des bisous. Donc, les gens qui vivent avec vous et avec qui vous êtes vraiment proche et avec qui vous ne pouvez pas garder de la distance. Pour les vaccins vivants atténués, c'est une autre histoire. Si on n'a pas réussi à vacciner avant la mise en route du traitement immunosuppresseur, il y a toujours la possibilité, mais c'est toute une affaire et c'est compliqué, de faire un break dans l'immunosuppression. Évidemment, on ne peut pas faire ça avec toutes les maladies. On ne va pas faire un break dans l'immunosuppression d'une personne avec une sclérose en plaques. Ça, on ne va pas faire. Mais on peut discuter, et ça sera toujours en accord avec le spécialiste traitant. On peut discuter de faire un break chez des gens hyper stables,
qui ont par exemple une polyarthrite ou une arthrite psoriasique très très stable depuis plusieurs années, où on a l'impression que peut-être on pourrait faire quelques semaines de break dans l'immunosuppression. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire et qui nous aidera à administrer, si on doit absolument administrer, des vaccins vivants atténués. Alors pourquoi, me direz-vous, pourquoi est-ce qu'on devrait absolument administrer des vaccins vivants atténués? J'ai quelques exemples à force d'avoir vu tous ces patients en consultation. Je vous en donne juste deux. J'ai une institutrice qui avait une maladie de Crohn, qui était déjà sous immunosuppresseur depuis plusieurs années. On n'aurait pas pu l'avoir avant. La consultation Immunostart, elle n'existait pas avant. Et on se rend compte qu'elle n'est pas vaccinée rougeole. Donc, quand elle vient à Immunostart et on se rend compte en faisant le screening qu'elle n'est pas protégée contre la rougeole. Elle est institutrice, la nana, elle voit des enfants toute la journée. Et donc, très clairement, dans nos pays où on a des pics de rougeole très réguliers, surtout entre 1 an et 12 ans, maintenant, la vaccination a été rapprochée à 7-8 ans. Mais pendant tout un temps, elle était à 11-12 ans et donc il y avait des pics entre les deux vaccins puisque les gens n'étaient pas bien protégés avec un seul vaccin. Et donc, elle était très clairement à risque. Enfin, voilà. Et si elle faisait une rougeole avec son immunosuppression, on avait très peur qu'elle fasse une rougeole sévère. Donc, on a discuté avec la gastro-entérologue, etc. On a fait un break et on l'a vaccinée correctement. Même elle voulait, elle disait vraiment qu'elle n'était pas très à l'aise de ne pas être protégée. Ça, c'était un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est une adorable petite jeune fille de 16-17 ans qui avait une rectocolite ulcéro-hémorragique depuis l'enfance. Donc, elle était sous immunosuppresseur depuis plus de 10 ans. Et son rêve, le rêve de sa vie, c'était d'aller en Amérique du Sud pour faire 1 an d'études. Et voilà, on lui avait déjà dit qu'il fallait être vacciné fièvre jaune et que c'était vraiment, voilà, ça allait être compliqué, voire impossible et tout ça. Et elle était hyper déprimée. Enfin, voilà, elle a été amenée par ses parents qui disaient, est-ce qu'on ne peut pas quand même discuter de faire quelque chose? Parce que vraiment, elle, c'est un truc dont elle nous parle depuis des années, c'est son rêve, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas essayer? Est-ce qu'elle ne peut pas partir sans vaccination fièvre jaune? Elle allait évidemment pile dans les endroits où il y en avait, donc je me suis dit, ah non, pas trop. Et là, on a fait un break, on a organisé tout à l'avance. C'était pour qu'elle parte quasi 2 ans plus tard. Donc, on s'y est pris hyper bien à l'avance et on a tout organisé pour qu'elle ait sa vaccination fièvre jaune. Et ça, c'était chouette de pouvoir faire ça pour elle. Voilà, ça, c'est des exemples, mais on a plein d'autres raisons tout le temps. Après, quand ce n'est pas indispensable, on ne se prend pas la tête, on ne le fait pas. Mais quand il faut, on a des solutions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, le concept, c'est de se dire que si on arrête l'immunosuppression, d'abord, on va pouvoir administrer un vaccin vivant atténué sans danger, mais aussi, pour certains vaccins inactivés, ça va améliorer la réponse vaccinale. Ici, je vous ai mis un article, à nouveau, c'est pour le Covid, où ils ont mis le méthotrexate en pause. Et moi, et en fait, je faisais déjà ça de temps en temps pour le vaccin grippe, par exemple, même avant le Covid. Je leur disais, les 2 prochaines semaines, vous ne prenez pas. Donc, ils font leur vaccin grippe chez moi, par exemple. Et je disais, voilà, vendredi prochain, vous prenez tous les vendredis. Vendredi prochain et le vendredi d'après, vous ne prenez pas. En accord avec le spécialiste, évidemment. Et vous voyez qu'ici, même une petite pause, ici, ces 3 semaines de pause de méthotrexate améliorent significativement la réponse vaccinale, en particulier avec le méthotrexate. C'est intéressant puisqu'on sait que ça a un impact non négligeable sur la réponse vaccinale. Donc, même pour les vaccins inactivés, c'est intéressant. Mais pour les vaccins vivants atténués, c'est obligatoire. On ne pourra pas vacciner s'ils sont sous traitement. Et donc là, dans l'avis du Conseil supérieur de la santé que je vous ai montré tout à l'heure, nos recommandations, il y a toute une série de tables où vous avez le délai qu'il faut attendre au moment où vous arrêtez vos immunosuppresseurs, le délai qu'il faut attendre pour administrer le vaccin vivant atténué. Vous avez également, et ceci c'est la partie gauche de la dia, les doses d'immunosuppresseurs qui ne permettent pas de vacciner par un vaccin vivant atténué. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de ces doses-là, en fait, vous pouvez. Donc moi, je vaccine régulièrement des gens qui ont des toutes petites doses de méthotrexate, qui ont 7,5 ou 10 par semaine.
en fait, on peut faire des vaccins vivants atténués. On n'est pas à une dose immunosuppresseur encore. Même chose pour des petites doses de corticoïdes. Les gens qui ont 4 mg en chronique, 4 mg de médrol en chronique, on peut les vacciner. Alors, on n'est pas très sûr que ça marche bien, donc souvent, moi, j'essaie qu'ils diminuent dans les jours qui suivent et tout ça pour que ça marche bien. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication. Ça, c'est les histoires de doses. Mais si vous êtes à des doses immunosuppresseurs, bah, vous allez devoir arrêter, si vous choisissez en tout cas de faire un vaccin vivant atténué. Et alors, il y a ces histoires de délai à respecter. Et quand on n'a pas de délai, parce que cette table, évidemment, n'est pas exhaustive, c'était une table qui a été réalisée en 2019, et depuis 2019, vous imaginez bien qu'il y a eu 200 médicaments en plus sur le marché, en moyenne. C'est une table aussi qui donne une façon de calculer le délai soi-même pour des médicaments qui ne sont pas dans la table. Donc, on a établi une règle basée sur la littérature et toute une série de données cinétiques et dynamiques qui sont, vous prenez 5 fois la demi-vie et vous rajoutez 1 mois de sécurité. Donc, pour un médicament qui n'est pas dans cette table, le nouveau interleukine truc-muche que personne n'a encore utilisé, on ne sait pas très bien ce qu'on peut administrer comme vaccin vivant, mais vous devez faire un vaccin vivant. Vous regardez la notice, enfin le RCP, vous regardez la demi-vie, vous faites 5 fois la demi-vie, vous rajoutez 1 mois, enfin 2 à 4 semaines de sécurité, et vous faites un arrêt de cette durée-là avant d'administrer le vaccin vivant atténué. Alors attention, quand on administre un vaccin vivant atténué, il faut aussi compter que ce vaccin va circuler. C'est un vaccin vivant atténué, il va provoquer une virémie chez la personne. C'est comme ça qu'il fait une super réaction immunitaire. C'est pour ça que les vaccins vivants atténués sont très efficaces. Mais donc, vous allez avoir, après un vaccin RRO, vous allez avoir une virémie, rougeole et rubéole et oreillons pendant quelques jours. Donc, il faut aussi attendre après la vaccination, plusieurs semaines, en général, on dit au moins 3 semaines, avant de recommencer les immunosuppresseurs. Donc, ça fait des pauses qui ne sont pas négligeables. Et ça peut être compliqué à organiser, ça peut ne pas être possible par rapport à la maladie sous-jacente, ça peut être anxiogène pour le patient. Donc, c'est vraiment un truc à gérer avec le spécialiste et le patient et que tout le monde soit bien d'accord sur comment on fait, quoi. Et qu'il n'y ait pas non plus un motivé qui n'est pas au courant et qui recommence les immunosuppresseurs trop tôt. Voilà, c'est un peu compliqué, on ne fait pas ça tous les jours, hein, mais on a une solution si on doit le faire. Et l'exemple extrême, c'est le léflunomide. Le léflunomide, c'est un médicament, heureusement de moins en moins utilisé, mais encore utilisé, par exemple, en rhumato, qui n'a pas une demi-vie très longue, mais qui, par contre, a un cycle entérohépatique qui fait qu'en fait, sa vraie demi-vie, c'est 96 jours. Et donc, si vous faites 5 fois 96 jours plus 1 mois, on est à 1 an et demi. Donc, vous devez arrêter 1 an et demi les immunosuppresseurs avant de faire un vaccin vivant atténué. Donc, c'est mon ennemi juré, c'est le léflunomide. Quand quelqu'un arrive sous léflunomide, je suis toujours très circonspecte, mais heureusement, on en voit de moins en moins. C'est un exemple extrême, évidemment. Donc là, la meilleure stratégie, évidemment, c'est prévoir avant l'immunosuppression. Et donc, c'est le concept de la clinique Immunostart qu'on a commencé en 2016 et où la consultation se passe en toujours les trois mêmes pans de consultation. C'est un pan sur les vaccinations. Est-ce que les vaccinations de routine sont en ordre? Est-ce que les vaccinations pour immunodéprimés ont été prescrites, ont été faites? Sinon, on les fait, etc. Par exemple, le zoster, on parle du vaccin Zona à certaines personnes, on parle de certains vaccins pour des groupes à risque, la variole du singe pour nos patients homosexuels masculins, l'HPV pour en particulier les femmes avec un lupus, par exemple, ou les femmes qui ont déjà eu un CIN 2 ou 3, les vaccins de voyage. Et donc, chez chacun, on demande s'il y a des projets de voyage et où. Et donc, on leur dit, est-ce que vous êtes sûr que dans 5 ans, vous ne voulez pas aller en Afrique subsaharienne? Est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas aller au Carnaval de Rio? Est-ce que ce n'est pas votre rêve d'aller au Carnaval de Rio? Parce que si oui, alors je vous fais votre fièvre jaune maintenant. Parce que le but, c'est de voir ces gens avant de démarrer le traitement immunosuppresseur. Ce n'est pas toujours possible. Donc, on a toute une série de gens qui sont déjà sous immunosuppresseurs où on fait la même chose, mais où c'est moins facile à gérer, évidemment.
On screen pour des infections latentes. Évidemment, l'infection principale, c'est la tuberculose latente, mais on parle aussi, on vérifie aussi quand a été fait le dernier frottis pour les dysplasies cervicales. On vérifie qu'il n'y a pas d'hépatite B occulte. Et pour les gens qui viennent de pays tropicaux, on vérifie s'ils ne sont pas porteurs de strongyloïdes, de la maladie de Chagas, donc Trypanosoma cruzi, entre autres pour tous nos patients brésiliens, puisqu'on sait que ça peut se réactiver sous immunosuppression profonde, de leishmaniose éventuellement, etc. Et puis on aborde en troisième pan de consultation des questions spécifiques. Je vous ai déjà parlé de la prévention de la listériose, entre autres chez nos patients qui ont des IBD. S'ils voyagent ou qu'ils aiment bien la spéléologie et donc qui vont être en contact avec des chauves-souris, on va parler de la vaccination rage. Pour les femmes, on va vérifier si elles vont bien aller plus souvent que la population générale chez le gynéco. Donc, on leur dit d'y aller plutôt tous les 18 mois plutôt que tous les 2-3 ans. Et puis, des risques spécifiques en fonction des hobbies et de l'anamnèse, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Voilà, ça je vous en ai déjà parlé, c'est le risque de zoster, donc de zona lié aux antijanus kinases, où on a montré un risque relatif à 1,6 en effet. L'avantage, c'est qu'on a vraiment maintenant un super vaccin depuis novembre 2021, donc le Shingrix, qui est un vaccin inactivé, donc on peut donner à tous nos patients immunodéprimés, qui marche super bien. On a maintenant des données à quasi 10 ans qui sont très bonnes. Bon, il est très cher, par contre, ça c'est problématique, mais on en parle à tous nos patients sous anti-Janus kinase et on en parle à tous nos patients de plus de 50 ans et on en parle également à tous les patients qui ont déjà eu un zona en se disant qu'ils ont un risque de récidive. Donc ça fait partie des conversations. Ça, c'était un autre exemple. C'est les gens qui sont sous eculizumab, qui est un anticorps monoclonal qu'on donne par exemple dans la myasthénie. Et qui, dans les études, a été démontré comme étant porteur d'un risque augmenté d'infection, entre autres à Neisseria meningitidis, donc les méningites, et donc chez qui il faut faire tout un programme de vaccination anti-méningo. Et donc là, il faut donner le quadrivalent, mais il faut donner aussi le méningo B, etc. Donc ça, c'est aussi très spécifique, mais c'est un médicament très spécifique qui n'est pas spécialement beaucoup administré. Comme je vous ai dit, on parle toujours chez tout le monde des envies de voyage ou des envies de retour au pays. Parfois, c'est nos patients africains qui vont retourner régulièrement voir la famille, c'est nos patients marocains qui vont régulièrement aller en été voir la famille aussi. Là, on vérifie l'hépatite A, par exemple. Donc voilà, on en parle à tout le monde parce qu'on a eu trop de fois la blague de gens qui débarquent en disant bonjour, je viens faire ma vaccination fièvre jaune. Est-ce que vous avez des antécédents? Ah ben oui, j'ai une polyarthrite rhumatoïde sous ceci et cela. Ah ben, je ne vais pas pouvoir vous faire votre fièvre jaune. Alors, s'ils vont dans un endroit qui est peu à risque, on peut faire un certificat de contre-indication. Mais s'ils vont dans un endroit fort à risque, ce sont des gens chez qui il faut changer les projets de voyage. Et donc, c'est vraiment pas drôle en général à ce moment-là comme consultation. L'hépatite A, je vous en ai parlé, que par exemple, chez quelqu'un qui n'a jamais été vacciné et qui est déjà sous immunosuppresseur, on va faire une double dose. Simplement un exemple de schéma particulier qu'on donne à nos patients sous immunosuppresseurs. Et là, je vous ai juste mis l'article qu'on a publié sur la consultation Immunostart. Alors, c'est la population de Saint-Pierre. Je pense que Immunostart, ça a aussi beaucoup de sens dans un hôpital comme Saint-Pierre. Vous voyez qu'on a énormément de gens qui viennent d'ailleurs, Europe de l'Est, Afrique du Nord, Amérique du Sud, etc. Ce qui a probablement donné le fait qu'on a toute une série de gens, ça c'est dans notre anamnèse, qui ont eu des contacts proches. Les contacts proches, ça veut dire qu'ils ont vécu avec quelqu'un qui avait été diagnostiqué avec la tuberculose. Et vous voyez sur la partie droite de la dia qu'on avait 25% de notre cohorte qui était porteur d'une tuberculose latente. Donc, un patient sur 4 avait soit une intradermo positive, soit un quantiferon positif, parce qu'on fait les deux, on fait quantiferon et intradermo, plus une imagerie thoracique, évidemment. Et si on a un des deux qui est positif, on traite. Donc, on a un seuil de traitement qui est très bas.
c'est nous qui prescrivons les traitements de tuberculose latente. Donc, en général, c'est de la nicotibine ou de la rifadine. Et c'est nous qui suivons, sauf si on a un super médecin traitant qui est bien au courant. Mais sinon, c'est nous qui suivons la complétion de ce traitement-là. On ne remet pas ça sur le spécialiste prescripteur d'immunosuppresseurs. Par contre, on le met au courant qu'il doit attendre un petit peu avant de commencer ses immunosuppresseurs. Globalement, ça se passe très bien comme ça. Alors, il reste des questions. Cette consultation, elle a beau avoir quelques années, il y a des questions qui se reposent comme ça régulièrement. Est-ce qu'il faudrait répéter cette consultation? Pour l'instant, c'est un one-shot ou quasi toujours un one-shot. On essaye, et ça fait partie du fait que ça fonctionne bien, on essaie que ça soit tout en une consultation. Comment est-ce qu'on fait? En fait, le spécialiste qui nous envoie le patient, il l'envoie d'abord faire sa prise de sang avec ses sérologie rougeole, varicelle, hépatite A, hépatite B, VIH, strongyloïdes, etc. Donc, et le quantiferon, bien entendu, dans la prise de sang. Il l'envoie faire son intradermo, il l'envoie faire sa radio des poumons. La radio des poumons, de toute façon, c'est souvent dans le bilan. Et donc, quand le patient arrive en consultation, tout est fait. Je regarde les résultats avec le patient et je dis, OK, en fait, il vous faut un rappel de trucs mûches. Ah, vous voulez voyager au Brésil? Ah, on va vous faire la fièvre jaune. Nanana, mais je fais tout en une fois, sauf s'il a une tuberculose latente où je vais le revoir pour le suivi de son traitement. S'il n'a pas fait, c'est Saint-Pierre, donc parfois ils doivent faire, mais ils ne font pas, on le fait le jour même. Donc il y a quand même un côté quasi one-shot où on le fait le jour même, on ne les renvoie pas faire leur truc, on le fait le jour même et souvent même, moi je regarde les résultats et je les appelle en disant vous en faites pas, tout est bon, ou alors non, il faut revenir parce qu'il faut vous faire vacciner contre ça et ça. Donc, on fonctionne comme ça pour ne pas multiplier les intervenants. Donc, le but, c'est de ne pas prendre la place du spécialiste traitant. Je ne suis pas rhumatologue, je ne suis pas dermatologue, ce n'est pas moi qui vais faire le trajet de soins. Moi, je suis une condition sine qua non avant de démarrer les immunosuppresseurs. Donc, le spécialiste, il va checker que la personne, elle est bien passée chez moi. Il va vérifier mes conclusions pour être sûr qu'il ne doit pas faire attention à quelque chose. Et c'est tout. Normalement, il doit s'occuper de rien d'autre. Quand il y a plusieurs doses de vaccin, la personne, elle revient chez nous ou chez le médecin traitant. Mais ce n'est pas le spécialiste traitant qui s'en occupe. Voilà, le but, c'était de les décharger, de les remettre dans leur rôle de spécialiste traitant. Voilà, vous pouvez vous occuper de déjà de tout ce dont vous devez vous occuper. Et nous, on s'occupe du côté immuno, prévention, vaccinaux, parce qu'on jongle avec ça facilement et vous pas. Mais est-ce qu'il faudrait répéter? Donc, ce qu'on a déjà comme consensus, par exemple, c'est que les gens qui sont en contact régulier avec la tuberculose, alors ils refont des quantiferons et des intradermaux tous les 2 ans. Donc, par exemple, j'ai quelques patients qui travaillent avec des réfugiés. Ceux-là, on leur a dit, vous êtes mignons, mais vous allez refaire votre screening de tuberculose latente régulièrement. Est-ce que cette consultation doit être faite pour tous les patients, quelle que soit l'immunosuppression qui est considérée? Pour l'instant, nous, on le fait. On le fait parce qu'on ne sait pas comment va être le trajet de soins du patient. Il va peut-être commencer par juste du méthotrexate, mais si ça ne marche pas, après, il aura un anti-TNF. Et ou pas un anti-TNF, mais un anti-Janus kinase. Et donc, en fait, on le fait pour tout le monde, on le fait de façon très systématique, très systématisée. On a une checklist, nana. Et on fait la même chose pour tout le monde avec des petites adaptations parce qu'on se dit que le trajet de soins, il ne va pas s'arrêter. C'est pas je te donne un traitement et puis tu auras ça toute ta vie. En général, il y a tout un trajet avec différentes molécules. Et puis, il y a la question du remboursement, mais ça, je vous en ai déjà parlé, mais qui pose parfois problème chez certaines personnes où on aimerait bien mieux les vacciner que ce qu'on fait. Voilà, en conclusion, donc, chaque famille d'immunosuppresseurs a un risque infectieux souvent assez spécifique, qui est très intéressant à connaître, mais ça demande beaucoup de littérature. Les screenings et les vaccinations chez les patients avec les maladies inflammatoires immunomédiées, le plus facile, c'est vraiment avant.
Parce que là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et c'est souvent pas très compliqué de reporter un peu. Ah, pour finir, je dois lui faire ces 2 vaccins rougeole. Est-ce que tu peux reporter de 1 mois ton rendez-vous pour démarrer? Oui, pas de problème. C'est beaucoup plus facile que de faire les breaks au milieu qui sont très compliqués à organiser et anxiogènes. Mais ça demande une bonne collaboration entre spécialistes. Et puis nous, on a décidé de fonctionner en fonctionnement centralisé, de tout faire. Et alors, on fait ça à la Travel Clinic, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a tous les vaccins. Et donc, les gens, on leur prescrit leur vaccin, ils sortent, ils ont leur vaccin directement. Et puis, ils payent et ils s'en vont. Donc, on fait ça à la Travel parce que tous les vaccins sont dans les frigos. On a même la fièvre jaune, on a tout. Et donc, cette façon centralisée de fonctionner, ça a été vraiment ce qui a fait que ça a très bien marché. Un seul endroit où on nous les envoyait, 2 ou 3 médecins qui faisaient les consultations Immunostart, les vaccinations directement, une communication plus facile parce qu'ils savaient qui appeler, ils savaient que c'était nous 3 qui le faisions. Et ça a bien amélioré les choses. C'est pas du tout obligé que ça soit organisé comme ça. Nous, c'est juste notre façon. Et c'est vrai que comme on a eu l'impression que ça fonctionnait très bien, on a publié cette façon-là de faire. On sait très bien que dans les autres hôpitaux, il y a globalement des immunostarts qui sont faits partout. Simplement, je pense organiser un petit peu différemment. Et donc, le but aussi de vous présenter ça aujourd'hui, c'est juste montrer comment nous, on fonctionne, éventuellement pour donner des idées, mais pas nécessairement que ça s'organise de la même façon partout. Ça dépend des collaborations et des hôpitaux. Voilà, je pense que j'ai fini. Ok, Ouais. merci beaucoup Charlotte. Voilà, je crois que tu as rencontré largement les objectifs pour lesquels on t'a invité et on ne regrette pas d'avoir fait. Alors, questions, commentaires. Ou éventuellement à distance. Jean, là, tu veux intervenir là? Ou Héloïse? Bonjour Elie. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ok, parfait. Charlotte, merci beaucoup, c'est un superbe exposé. Moi j'ai une question, mais qui est très pragmatique, étant donné le prix des vaccins. Et alors, les deux sont un petit peu liés. Jusqu'où doit-on envisager l'entourage? Jusqu'à quelle distance doit-on envisager l'entourage, étant donné que si on veut vacciner, par exemple, contre le zona, les méningites, on va arriver rapidement à plus que des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Ça remplacera le voyage. Donc ça, c'est une grande frustration en Belgique. J'ai encore parlé avec des Hollandais et des Canadiens il n'y a pas longtemps qui étaient sur leurs fesses, excusez-moi, de comprendre qu'il n'y avait pas de remboursement spécifique et en particulier pas pour les immunodéprimés en Belgique. Et donc, voilà, en Hollande, quand on est immunodéprimé, on a une prise en charge qui n'est pas complète, mais qui est très importante de la vaccination. Donc ça, c'est vraiment notre médecine en Belgique qui n'est pas du tout axée sur le préventif et qui est purement axée sur le curatif. Mais après, quand les gens sont hospitalisés avec des septicémies à pneumocoque, ça coûte des milliers d'euros. Hein. Bon, voilà. Alors, clairement, mais à mon avis, Jean, tu vis ça au quotidien dans ta consultation aussi. La vaccination, c'est de la prioritisation. Et donc, en fait, en fonction des profils que tu as devant toi, puis moi, je suis très transparente sur les prix. Je fais mon laïus médical et puis je fais mon laïus prix. Surtout à Saint-Pierre, je suis obligée de dire, OK, là, je vous ai dit tout ce qu'il fallait, mais en fait, ceci, 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 et qu'est-ce qui est possible pour vous? Parfois, on fait un plan aussi, on étale. Tu vois, il y a des très bons vaccins où je dis, vous savez quoi, vous avez qu'à commencer les immunosuppresseurs. On peut les faire l'année prochaine. C'est pas grave parce que ça marchera quand même sous immunosuppresseurs. Un très bon vaccin, Shingrix par exemple, c'est pas grave si tu es déjà sous immunosuppresseur. Mais par contre, je vais insister pour qu'il fasse la fièvre jaune s'il veut voyager avant de commencer, évidemment. Donc, on va prioriser. Moi, par exemple, les vaccins pneumocoques, surtout le nouveau. Alors, c'est chouette parce que l'Apexnart, t'en as plus qu'à un faire, mais il coûte 80 balles. Mais bon, avant, t'en avais 2, c'était encore plus, quoi. Mais c'est vrai que les 80 euros, en général, ça passe un petit peu mal. Je vais les prioriser très clairement chez les gros immunodéprimés, chez les fumeurs, les BPCO, etc., et les plus de 50, 55 ans. Tu vois, un petit jeune avec une maladie de Crohn qui va juste avoir, pour l'instant, un Humira, par exemple, ou un Infliximab, qui par ailleurs pète la forme et ne fume pas,
eh ben, s'il y a d'autres vaccins à faire, je vais d'abord faire les autres vaccins. Et je ne ferai pas le pneumocoque, quoi. Et je vais peut-être lui dire, ou pas, parce que si c'est des très anxieux, ils disent « Oh, mais vous me dites que je dois et je ne peux pas. » Ok, bon, parfois, il faut adapter un peu. Mais je priorise. Je priorise. Mais ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, à la Travel Clinic. Jean, on priorise aussi. Enfin, c'est peut-être moins avec ta patientèle, c'est possible. Mais je pense qu'on est tous face à des gens qui, parfois, disent bah, « Vous êtes mignons, mais là, vous me parlez de 4 vaccins et combien ça va me coûter, quoi ?» Et surtout les familles, par exemple. Les familles, ça, c'est très difficilement gérable. Ils se retrouvent avec des factures de 400 balles à l'accueil. Donc, Immunostar, tu n'as pas de famille au moins. Mais... Et alors, les histoires de vaccination de l'entourage, moi, j'insiste surtout sur grippe et Covid, qui sont heureusement pas chers. Enfin, Covid, c'est encore gratuit. Grippe, ça coûte pas cher. Je ne vais pas plus loin que la maisonnée. Je reste dans la maisonnée. OK. Sinon, ça devient compliqué. Merci. On va pas te voir. Viens par ici, Dominique. Bonjour Élie, on peut poser une question? Oui. Pendant que Dominique arrive, vas-y. Donc en fait, bonjour Madame Martin, on collabore pour commencer bien avec Saint-Pierre. Nous sommes dans le même réseau, on collabore. Et puis la seconde question, c'est peut-être rappeler qu'effectivement, avant de donner des biothérapies, il faut, vous l'avez dit à plusieurs fois, pour le quantiferon, il faut savoir que ça prend 10 à 15 jours avant que le labo répond le résultat. Donc voilà. Donc effectivement, il y a l'IGRA maintenant, mais en fait, on fait les deux. Mais on est sur le quantiferon et c'est 50 € à charge du patient. Et effectivement, il faut 10 à 15 jours avant de starter. Et la dernière question, est-ce que vous conseillez effectivement le vaccin en Kizona? Alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il fonctionne? Est-ce qu'on le fait à tout le monde qui starte une biothérapie? Vous avez dit un petit peu, mais je ne l'ai pas vu dans les petites zones grises. Là. Voilà, merci. Donc, alors nous, on a une semaine de délai pour le quantiferon et donc on a intégré cela dans le trajet de soins. C'est-à-dire que le spécialiste qui nous envoie les patients dit bien que la prise de sang doit être faite plus d'une semaine avant. Et donc, globalement, on l'a en consultation. À nouveau, quand on ne l'a pas, moi, c'est un résultat que je regarde plus tard et je rappelle le patient en croisant les doigts que ce soit négatif. Mais voilà, c'est 50 € pour le patient, c'est tout à fait juste et on les prévient toujours puisque c'est vraiment un plus au niveau de la facture par rapport à leur prise de sang habituelle. On leur dit que ça va sûrement être une seule fois. C'est assez rare qu'on répète le quantiferon très souvent. Il faut vraiment une exposition à la tuberculose significative pour qu'on se dise qu'on va répéter. Donc, on leur dit que normalement, ça sera une seule fois et que c'est une mesure préventive qui est importante. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que quand j'explique le but de la consultation, au début de la consultation, les patients sont très contents, en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir une consultation de prévention. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent en n'ayant pas tout à fait bien compris ce que c'est, quoi. Et ils me disent, bon, est-ce que vous êtes un autre dermatologue ou un autre rhumatologue? Je dis, bah non, moi, je suis infectiologue. Et le but de la consultation, c'est de faire ça et faire ça. Et je termine en disant, dans mon petit laïus, le but, c'est que vous ayez tous les bénéfices de vos traitements et le moins d'inconvénients possible. Oui, et en fait, ils sont très contents avec cette idée on a une consultation de prévention. OK. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que j'ai parfois des quantiferons positifs et le médecin ou le patient a déjà commencé le traitement. Donc, comment est-ce qu'on va rappeler au prescripteur d'attendre ou parfois, il y a aussi des cas qui échappent. Quel est le mécanisme qui bloque? C'est tout l'intérêt avant de donner peut-être la biothérapie, que c'est le pharmacien qu'on bloque en disant est-ce que vous avez votre quantiferon avant de donner? Parce qu'il y a déjà eu le cas, moi j'en ai eu 2 cas par exemple. Voilà. Nous, on a cherché, on s'est arraché les cheveux pendant quelques temps à Saint-Pierre pour ça. On a eu entre autres un cas tout à fait traumatisant et c'est peut-être ça qui nous a aidé à avancer. On a eu un cas absolument horrible d'un monsieur où personne n'avait regardé le quantiferon. Il a eu un anti-TNF, il a fait une miliaire tuberculeuse
dont plein de tuberculose dans les yeux et il a failli devenir aveugle. Le gars, il avait 21 ans. Donc, on a vraiment eu très, très peur et heureusement, il a récupéré. Et je pense qu'après ça, tout le monde s'est dit, c'est pas possible, il faut un trajet de soins. Et donc, ces personnes ont besoin d'un trajet de soins et c'est tout l'intérêt de notre consultation centralisée. À nouveau, je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire chez vous. Je dis juste qu'en tout cas, il faut un trajet de soins très défini pour les gens, pour les prescripteurs de biothérapie, avec un moment dans ce trajet de soins où il y a le screening et les vaccinations et la définition de qui fait quoi. On ne peut pas prescrire un quantiferon et pas regarder le résultat. Ça, c'est pas possible. On est tous responsables des prescriptions qu'on fait. Donc, si on prescrit un quantiferon, on regarde le résultat. On n'est pas obligé de s'en occuper soi-même. On peut référer en disant nana, mais quand on fait une prescription d'une prise de sang, on est responsable de regarder les résultats. Ça fait partie du job, mais ça fait partie d'un trajet de soins chez des gens où c'est compliqué, il y a déjà des milliers de choses à penser, les remboursements, quels médicaments je vais lui donner, est-ce que je dois... Maintenant, il paraît qu'il faut leur faire signer un consentement parce qu'il y a des trucs où il y a des augmentations de cancer, ça devient ingérable. Et donc, il y a vraiment un trajet de soins formel pour moi à faire. Et alors, dernière chose pour le Shingrix, donc le très bon vaccin Zona qui est là depuis novembre 2021. Donc, c'est très cher puisque c'est 180 € la dose et il faut 2 doses. Mieux vaut être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Mais nous ne le proposons pas à tout le monde. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on priorise d'ailleurs en bon français, on priorise aux plus de 50 ans, aux personnes qui ont fait un zona dans le passé et aux personnes qui vont être mises sous anti-Janus kinase. Pour l'instant, je ne propose qu'à ces gens-là. Et au lupus, peut-être, tu disais que même sans traitement, oui, tout à fait. Ils sont à risque. Hein. Pardon, et au lupus, c'est tout à fait. J'en ai moins, donc j'y pense moins, mais en fait, je leur propose. Avec le Gardasil 9, donc le lupus, à nouveau, il faut un bon portefeuille. Gardasil 9 et Shingrix, ça fait un loyer, quoi. Dominique. On ne va pas clôturer. Tu m'entends, Charlotte? Oui. Déjà, félicitations. C'est rare d'avoir un séminaire sur ce sujet. C'était magnifique. J'ai 2 petites questions. La première, c'est qu'on dit toujours que les patients âgés sont de plus en plus immunodéprimés et répondent de moins en moins aux vaccins. Et j'étais à une réunion en Italie où ils disaient que ce n'était pas vrai pour les vaccins ARN messagers et qu'avec le vaccin Covid, l'âge n'avait pas d'impact sur la réponse. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, chez les patients qui ont eu du rituximab, l'anti-CD20, qui sont tombés à 0 lymphocyte B, qui mettent parfois plus de 6 mois à récupérer, combien de temps tu attends pour les vacciner? Alors, pour la première question, c'est vrai que les vaccins ARN messagers ont l'âge a moins d'impact. C'est pas vrai que c'est 0, ça c'est un petit peu exagéré. Je dirais que l'impact se marque plus tard, au-delà de 70 ans, alors que pour la plupart des vaccins, l'âge commence à avoir une importance au-delà de, et ça me fait mal de le dire, 40 ans. Augmente et que voilà, plus l'âge augmente, plus l'impact est important. C'est vrai que pour les ARN messagers, on voit l'impact plus tard parce qu'ils sont particulièrement immunogènes, un petit peu comme un vaccin vivant atténué, par exemple. Pour le rituximab, c'est 1 an avant de pouvoir donner un vaccin vivant atténué. Donc, avant qu'on puisse être sûr qu'on peut donner un vaccin de façon tout à fait safe à quelqu'un qui a eu du rituximab, c'est 1 an. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Mais pour être sûr qu'il est récupéré, c'est lymphocyte B et aussi pour être sûr que ça soit efficace, puisque ça bousille, comme je vous ai montré, c'est le truc qui bousille le mieux la réponse vaccinale, humorale en tout cas. Vous avez pu évaluer, en fait, avant 2016, après 2016. Alors, évidemment, le risque n'est pas toujours extrêmement important, donc il faut quand même des grosses cohortes de patients pour voir quel était l'impact d'Immunostart pour toute une série d'affections. Alors, on suit en fait, maintenant on est quasi à 1000 patients qui sont passés en consultation. C'est des outcomes qui sont tellement rares. C'est hospitalisation avec pneumocoque, c'est zona, c'est tuberculose. Mais tuberculose, on en avait eu 2 en fait chez des gens sous anti-TNF avant Immunostar. Donc, pour voir un effet, va falloir se lever tôt. Mais on espère pouvoir voir un effet plutôt après 10 ans, enfin vraiment avec la cohorte qui augmente.
ça va être difficile quand même. Ce n'est pas des outcomes si fréquents. Donc, et j'aimais bien voir ça dans votre programme, on est vraiment plutôt dans un mood de good clinical practice. On se dit, OK, on va conceptuellement, les outcomes doivent être bons. Ça peut que être bon, mais on ne pourra probablement pas les démontrer, surtout à l'échelle d'un hôpital. Mais on se dit qu'au moins, on fait du good ça rassure le clinical patient et le practice. médecin, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Et puis, on rattrape toute une série de vaccinations standards qui ne sont pas faites. Hein. Oui, Il n'y a personne qui est en ordre de tétanos. Donc, on rattrape aussi les vaccinations de routine. Ceci dit, je crois que ça va peut-être être le mot de la fin s'il n'y a pas d'autres questions. Pour les fumeurs, c'est plus simple parce qu'un paquet de cigarettes, ça doit être 40 ou 50 €. Donc, on peut leur dire en fonction de la vaccination, le nombre de jours où ils vont devoir arrêter de fumer. Et en même temps, peut-être qu'ils continueront, ce qui sera bon pour eux également. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Charlotte. Merci beaucoup. Merci à tous. Je crois que tu as eu beaucoup de succès. Bon après-midi à tous. Tu as fait le plein.